Bonsoir à tous et bienvenue sur Eugène Live. Je suis très content de vous retrouver ce soir pour une nouvelle thématique sur la prophylaxie. La prophylaxie au quotidien, c'est une thématique évidemment qui nous concerne tous et pour autant, comment la concilier avec quelque part la réalité économique de nos cabinets? Comment concilier ce fameux HBJD 001 ou pour les plus nostalgiques le SC12, toujours dans le respect de la déontologie notre article R4127 240 du Code de la santé publique. Alors, pour répondre à cette question, j'ai avec nous le docteur Rémi Théodory. Bonjour Rémi. Bonsoir Jérôme. Bonjour. Bonsoir Jérôme. Rémi Théodory, qui est praticien, qui a été formé avec un DU de parodontologie, un DU de plontologie, un DU de chirurgie buccale, et qui est le fondateur de Stradan. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est cet organisme? Alors, en fait, mon métier depuis 14 ans maintenant, c'est d'accompagner les praticiens dans la gestion et l'organisation de leur cabinet. Je les accompagne sur plusieurs thématiques. La première, c'est comment retrouver le contrôle sur l'agenda. Beaucoup de praticiens ont perdu le contrôle sur l'agenda et souffrent du manque de temps. La deuxième thématique, c'est sur la communication avec les patients. La troisième, c'est le management le management des assistantes, la gestion de manière générale du cabinet et la stratégie du cabinet. Et justement, souvent, je suis amené à les accompagner dans l'application des formations cliniques qu'ils auraient suivies, d'adapter un protocole organisationnel pour qu'ils puissent mettre en place certaines formations cliniques qu'ils auraient suivies, et notamment la prophylaxie. La prophylaxie, la majorité des praticiens ont suivi pendant des années des formations cliniques là-dessus, que ce soit en prophylaxie carieuse ou en prophylaxie parodontale. Et ils ont été tous confrontés à des problématiques dans la mise en place. Et aujourd'hui, en France, nous sommes un peu à la traîne quand même, je me permets de le dire, nous sommes quand même à la traîne dans la mise en place de la prophylaxie. Et c'était la raison pour laquelle l'équipe EMS m'ont contacté il y a à peu près 2 ans. Et on collabore ensemble sur la question depuis 2 ans, sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'a aucune difficulté dans les pays voisins à mettre en place la prophylaxie et pourquoi en France nous sommes à la traîne. Parce que tout simplement, si on ne prend pas en compte toutes les difficultés que subit le praticien français aujourd'hui, c'est très difficile de mettre en place une nouveauté. Tant qu'on n'a pas résolu les problèmes du quotidien, que ce soit des problèmes liés au temps, des problèmes liés à la communication, c'est extrêmement difficile de mettre en place une nouveauté. Et justement, je leur ai dit, on va d'abord commencer par ça, de comprendre quels sont les problèmes, quelles sont les solutions qu'on peut apporter à ces problèmes-là, et à partir de là, on pourrait proposer un protocole applicable dans le système français, parce qu'effectivement, tout le monde le sait, on a un système quand même particulier si on doit le comparer avec les pays voisins. Et justement, en préparant mon intervention, ma collaboration auprès d'eux, j'ai trouvé une enquête qui a été réalisée par OpinionWay pour l'American Express sur les difficultés que vivent les chirurgiens dentistes omnipraticiens libéraux en France. Alors, et cette enquête, elle portait sur 2 volets. Le premier volet, c'est quelle est la vision du praticien sur le métier en général. Et après, le deuxième volet, c'est quelle est sa vision par rapport à son activité en particulier. Je vous passe les détails de toute cette étude, de toute cette enquête. Ce qu'il en sort, c'est que nous avons un quotidien qui est marqué par le stress pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le manque de temps. Personne, quand on s'est lancé, s'est dit moi, je veux travailler 15 heures par jour, 5 jours par semaine, je ne veux plus avoir de pause déjeuner, etc. Mais en fait, la réalité du terrain, c'est quoi? C'est que nous avons en France, en moyenne, 1500 patients par praticien. Et notre véritable capacité de prise en charge, c'est à peu près 900 patients par praticien. Et ça, je vous parle d'une moyenne. Certainement, il y a ceux qui nous regardent ce soir, ils sont dans des régions où ils sont à 2500, voire plus de 3000 patients par praticien. Et c'est là
la véritable difficulté. C'est qu'au début, on essaye de gérer notre temps, même si on ne l'a pas appris. On n'a pas appris à gérer notre temps, on n'a pas eu des cours particuliers là-dessus. On essaye de gérer notre temps du mieux qu'on peut, et après, on est pris par les urgences, par les demandes incessantes, et petit à petit, on perd le contrôle. On va entrer dans ce détail-là. Le deuxième axe sur lequel qui provoque le stress, c'est le manque de visibilité financière. C'est vrai que dans notre système français, on sait très bien que nous avons des actes qui couvrent même pas le coût horaire du cabinet. Et donc, on est toujours pris par cette question-là, alors que ce système-là n'existe pas dans d'autres pays. Dans d'autres pays, les praticiens ont un chiffre d'affaires horaire qui est le même, qu'on fasse des soins, ou qu'on fasse de la prothèse, ou qu'on pose des implants, etc., etc. Et je rajoute à ça, c'est que notre métier ne cesse d'évoluer et on doit s'en réjouir. Aujourd'hui, le métier de la dentisterie actuelle ne ressemble pas à celle qu'il y a 10 ans, mais c'est quelque chose qui crée de la frustration. Ça crée de la frustration parce qu'on a tous envie d'exercer une dentisterie actuelle, d'être équipé par des empreintes optiques, par les nouvelles technologies en endodontie, par les nouvelles technologies en radiologie, etc., etc. Mais le chiffre d'affaires ne suit pas. Et il y a une véritable dégradation, je dirais, du pourcentage de la rémunération des praticiens par rapport à leur chiffre d'affaires. En fait, la rémunération, quand on regarde le chiffre, est restée toujours la même. Mais le pourcentage de cette rémunération ne cesse de baisser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les praticiens se retrouvent obligés, à des petites proportions, mais tous les ans, d'augmenter le chiffre d'affaires pour garder une rémunération égale. Le troisième axe des difficultés, c'est la relation donc c'était mis dans l'étude avec le personnel, ça veut dire c'est la relation praticien-assistante. Là aussi, on n'a pas appris à manager, on n'a pas appris à motiver, et souvent ça a été une source de stress pour un grand nombre de praticiens. Et le quatrième axe, c'est la relation avec les patients, qui là aussi malheureusement se dégrade avec le temps, puisque on subit plus une relation de prestataire de service avec un client qu'une relation entre un médecin et un patient. Et si vous voulez, il suffit juste de regarder dans notre quotidien, il nous reste juste une certaine génération qui nous appelle encore docteur. Et docteur, ça veut dire je vous fais confiance, je fais confiance à votre connaissance. Et la majorité aujourd'hui des patients nous appellent monsieur et madame. Et bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils nous mettent au même, à égalité, et ils ont une relation dans laquelle ils sont en demande de droit. Donc tout ça a fait que, voilà, il y a un manque de confiance en l'avenir, et ce manque de confiance en l'avenir a provoqué ce stress. Très bien. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il faut penser aussi à l'évolution de la dentisterie dans les pays développés. Et là, je voudrais partager avec vous une réflexion qui n'engage que moi, qui est basée sur un rapport très ancien qui date de 2007 de la Cour des comptes. Que dit ce rapport-là? Il dit que le nombre de dents cariées absentes ou obturées, ça veut dire l'indice CAE, a fortement baissé chez les enfants de 12 ans entre l'année 1987 et l'année 2006. En 1987, l'indice CAO était de 4,2 et en 2006, chez les enfants de 12 ans, il est passé à 1,2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le risque carieux a baissé aux alentours de 70%. Alors, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que toutes les actions des différentes associations de prévention bucco-dentaire ont quand même payé sur les 30 dernières années de faire baisser l'indice CAO chez les enfants, que ce soit sur les conseils d'hygiène alimentaire, etc., etc. Mais si on regarde de manière plus proche, ces enfants qui avaient 12 ans en 1987 ont eu 45 ans en 2020.
La moyenne d'âge des patients dans les cabinets, c'est 45 ans. Si vous prenez votre logiciel de gestion et vous demandez de vous faire la moyenne d'âge des patients que vous prenez en charge, c'est 45 ans. Les patients qui avaient 12 ans en 2006 vont avoir 45 ans en 2039. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans moins de 20 ans, l'activité qui vise à soigner la maladie carieuse risque de baisser de 70%. Et d'ailleurs, on le ressent dès aujourd'hui. Aujourd'hui, la majorité des cas sur lesquels on intervient, ce sont des caries de deuxième degré, des caries, je dirais, suite à un facteur iatrogène. Et on a de moins en moins de caries initiales de premier degré. Alors, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Ce n'est pas du jour au lendemain que, ça y est, on va se retrouver sans caries. Mais petit à petit, l'activité carieuse, enfin, l'activité qui vise à soigner la carie va baisser. Si parmi nous, il y a déjà des vingtenaires, des trentenaires, vous allez vivre cette transformation dans notre métier, alors qu'aujourd'hui, on peut dire que 80 à 90% de notre activité, elle est basée là-dessus. C'est pour ça, à mon sens, l'évolution de la dentisterie dans les pays développés va se faire sur d'autres axes. Si on regarde d'autres études, en revanche, la paro, elle augmente. Alors, est-ce qu'elle augmente ou est-ce qu'on la diagnostique plus? On en parlera. Mais en tout cas, selon l'UFSBD, un patient adulte sur deux a au moins une poche parodontale supérieure à 3 mm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un adulte sur deux a minimum une parodontite débutante. D'où l'intérêt d'avoir un positionnement stratégique dès aujourd'hui. Puisque ça va se passer en douceur, cette réorientation de notre métier de la carie vers la paro et l'esthétique, eh ben, on doit se lancer dès aujourd'hui. Donc l'évolution de notre métier va porter sur 4 axes. Le premier axe, c'est la paro. Alors, est-ce qu'il y a plus de maladies parodontales? On n'en sait rien, puisqu'on l'a diagnostiqué très mal il y a 30 ans. Mais ce que l'on sait aujourd'hui, c'est presque un patient sur deux. Hop. On a eu une légère coupure, ça y est. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'un patient sur deux représente une parodontite débutante. Et si on prend la moyenne de 900 patients qu'on soigne par an, ça veut dire qu'on a potentiellement 450 cas paro par an. On est tous très très loin du compte. Le deuxième volet, c'est le volet de l'implantologie, parce que c'est une conséquence directe à la parodontologie. Qui dit paro, dit malheureusement, ça va être suivi par l'implanto. Et qui dit paro et implanto, dit prophylaxie, parce qu'on sait très bien que sans la prophylaxie, ni la paro, ni l'implanto peut durer dans le temps. Et le quatrième axe, c'est l'axe esthétique, qui lui est un axe qui voilà, ne va cesser d'évoluer parce que depuis le début des années 2000, on vit dans une société d'image et la demande esthétique ne va pas s'arrêter. Entrons dans le but du sujet. Notre sujet, c'est la prophylaxie. Justement, donc, pour mettre en place la prophylaxie, on va d'abord prendre en considération la question du manque de temps, prendre en considération la question de la rentabilité, prendre en considération la question de la communication avec les patients et le quatrième axe, la motivation des assistantes qui travaillent avec nous, comment on peut se servir de la prophylaxie pour valoriser leur métier. Donc, à la question pourquoi la prophy tarde à réussir en France, c'est parce que la première chose, on ne sait pas comment s'organiser, on ne sait pas que doit contenir une séance de prophylaxie, qui fait quoi, et surtout quand, à quel moment dans la journée je vais pouvoir l'organiser. La deuxième raison, c'est qu'on ne sait pas comment la rendre rentable. Quelle est la tarification la plus juste pour une séance de prophylaxie qui soit à la fois rentable pour le cabinet et à la fois accessible aux patients? Parce que ça ne sert à rien de mettre en place une tarification avec un taux d'acceptation à 20%. Et la troisième question, c'est comment la présenter aux patients
comment passer outre ce fameux juste un petit détartrage. Entrons dans le premier axe. Comment s'organiser? Quand on parle d'une séance de prophylaxie, la séance, elle va intervenir d'abord en amont avant le traitement, c'est la séance qu'on appelle la préparation initiale, et après, à la fin du plan de traitement, par les séances de maintenance. Le contenu de la séance de prophylaxie va être sensiblement le même dans toutes ces séances-là, c'est qu'une question de raisonnement. Et ce raisonnement-là, vous l'avez tous quand vous prenez en charge vos patients en paro. Vous tous, en paro, vous commencez par une motivation à l'hygiène. Après, chaque cabinet l'appelle comme il veut, une préparation initiale, une motivation à l'hygiène, une thérapeutique initiale, peu importe. Puis, vous faites le traitement curatif, les surfaçages, que ce soit avec ou sans chirurgie. Et puis, vous expliquez bien au patient que malheureusement, ce n'est pas terminé, puisque si il ne revient pas en séance de maintenance, il va récidiver. Et quid de la cario? Pourquoi en cario, on n'a pas exactement le même mode de raisonnement? Pourquoi en cario, on ne démarre pas par une préparation initiale qui sert aux patients de tuteur pour la suite de nos recommandations à son quotidien? Pourquoi en cario, on s'est arrêté juste à leur dire, bon, bah, après la fin de leur traitement, il vous faut 1 ou 2 détartrages par an pour garder vos dents en bonne santé? C'est notre faute. On râle tous sur le nombre de détartrages que nous avons dans notre journée, et pourtant, on continue à dire à nos patients, il vous faut 1 à 2 détartrages par an pour garder vos dents en bonne santé. Alors que c'est faux. Le détartrage, c'est agir sur un facteur de risque parmi tant d'autres. On n'agit que sur le tartre. L'équipe scientifique de MS a mis en place un protocole sur le contenu de la séance de prophylaxie et on a collaboré ensemble pour l'adapter au système français. Donc, je vous invite à regarder ces étapes une par une ensemble. La première étape, on va mettre en évidence les différentes typologies de plaques que le patient peut présenter. À l'aide de ce révélateur de plaques, on va pouvoir mettre en évidence 2 typologies de plaques. Nous avons la plaque récente, donc cette fameuse plaque récente qui est là, par exemple, okay, c'est une couleur rose, la couleur claire, c'est la plaque qui s'est constituée depuis le dernier brossage. Et nous avons la plaque mature, qui est la plaque violette. Cette plaque-là, elle est là depuis au moins 48 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est cette plaque qui est riche en bactéries à la fois parodontopathogènes et à la fois des bactéries cariogènes. C'est ça qui nous intéresse. C'est lutter contre la plaque mature. La plaque récente, elle sera toujours là. On en a tous. La plaque mature, c'est la plaque qui est là depuis au moins 48 heures. Et c'est la réponse au patient qui nous dit « Oui, mais je me brosse les dents ». Effectivement, le patient que nous avons dans l'image se brosse les dents. Sinon, on aurait vu du violet partout. Sauf que les poils de la brosse à dents ne passent pas dans certains endroits, et ce sont ces endroits-là qui vont nous intéresser. À ce stade-là, une fois on a mis en évidence les 2 typologies de plaques, on va expliquer au patient quel est le rôle de la plaque dans l'apparition de la maladie parodontale, et quel est le rôle de cette plaque mature aussi dans l'apparition de la maladie carieuse. On va insister auprès du patient sur les facteurs de rétention de plaques, les dents qui se chevauchent, les sillons profonds et le tartre. J'ai mis exprès le tartre sur cette diapo comme un facteur de rétention naturelle de la plaque. Parce que dans l'inconscient collectif, c'est que c'est le tartre qui est à l'origine de nos problèmes. Et c'est pour ça que les patients demandent un détartrage. En fait, le tartre n'est pas pathogène par lui-même. Le tartre, il est pathogène par sa rugosité qui va être un facteur de rétention de la plaque. Et effectivement, en faisant un détartrage, on va enlever un facteur de risque, mais tant qu'on n'a pas enlevé tous les autres, on reste toujours à risque de développer, que ce soit la maladie carieuse ou la maladie parodontale.
Alors bien sûr, ça va être l'occasion, cette séance-là, de les sensibiliser sur les autres facteurs de rétention de plats qui sont les facteurs iatrogènes. Et surtout, notre rôle, c'est de leur expliquer que lutter contre cette plaque-là n'est malheureusement pas possible par des moyens médicamenteux, c'est uniquement par des moyens mécaniques aidés par les moyens chimiques. Lors de cette séance-là, on va sensibiliser les patients qui ont des maladies systémiques type diabète, qui représentent un facteur de risque plus important que la moyenne, et du coup, ils ont besoin de revenir plus souvent en séance de maintenance. Et surtout, on va s'arrêter sur les facteurs environnementaux, où ces facteurs environnementaux, ça va être le tabac, le stress, l'alcool, l'histoire familiale et l'alimentation. Par rapport à l'alimentation, on va s'arrêter un peu plus longuement, surtout pour les patients qui sont atteints par la maladie carieuse. On va leur expliquer que la plupart, on va dire, bon, la plupart de nos patients sont au courant que le sucre, c'est pas bon pour les dents. OK, pourquoi? Bon, ces fameux sucres qui sont présents, que ce soit dans les douceurs, le chocolat, le sucre qu'on rajoute au café, etc., mais qui est présent aussi naturellement dans les fruits, en contact avec certaines bactéries, ça va se transformer en acide. L'acide va attaquer la surface de l'émail et la carie va se déclencher. Ça suffit pour un patient. On n'a pas besoin de lui faire un cours de physiologie là-dessus. Mais là, le deuxième volet que les patients ne maîtrisent pas très bien, c'est la question des amidons. Les sucres lents qui sont présents dans le pain, dans le riz, dans les pommes de terre, dans les pâtes, dans tout ce qu'on mange, ils n'ont pas la conscience qu'en contact avec la salive, ces sucres lents vont se transformer en sucre simple et la suite, vous la connaissez. Bien sûr, on va leur parler aussi de tout ce qui est abrasif, tout ce qui peut provoquer de l'érosion sans passer par la carie, que ce soit les jus de fruits ou les sodas. Et ce qui va nous intéresser, c'est que la durée de présence des acides de tous ces aliments-là est plus importante à nos yeux que la quantité consommée. On n'est pas des nutritionnistes, donc ce qui nous regarde, ce n'est pas le nombre de calories consommées, etc. C'est justement combien de temps durent ces aliments-là en bouche. Et c'est pour ça qu'on va utiliser un questionnaire alimentaire lors de la séance de prophylaxie, au moins la toute première, celle qui précède les traitements, pour que le patient se rende compte du taux de présence des acides en bouche. Donc tout simplement, on va lui demander de nous raconter une journée représentative de ce qu'il prend au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner, les collations, les grignotages. Et à chaque fois qu'il va nous parler d'un aliment sucré, amidonné ou acide, on va le noter. Une fois on a noté ces aliments-là, nous avons mis en place un outil avec un tableau qui représente les 24 heures d'une journée à côté. Et ce tableau-là va nous permettre de lui mettre en évidence la durée de présence de ces acides en bouche. Regardez, un patient sur deux se brosse les dents avant le petit-déj. Un patient sur deux. Pour plein de raisons. Il y a certains qui vont vous dire « ça me réveille », d'autres qui vont vous dire pour la mauvaise haleine, d'autres qui vont vous dire parce que je prends le petit-déj dans la voiture et donc une fois je suis sorti de chez moi. Mais ce patient-là, après avoir pris le petit déjeuner, pendant 4 heures, il va avoir une présence acide en bouche. Donc s'il est parti de chez lui à 8 heures, à midi, bon, par l'action naturelle de la salive, c'est à midi qu'il n'a plus d'acide. Et à midi, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va déjeuner. Très bien. Quand on déjeune à midi, on va avoir aussi pendant 4 heures un pic d'acidité. Le pic d'acidité, il monte jusqu'à 2 heures après le repas et puis il rebaisse pendant 2 heures après par l'action naturelle de la salive. Mais ça veut dire que pendant 4 heures, on a de l'acide. Et il va se brosser les dents quand? Enfin, après, à 16 heures, il va faire 4 heures, se prendre un gâteau, etc. Et il va se brosser les dents quand? C'est à 22 heures ou 23 heures avant le coucher. Ça veut dire que notre patient, entre 7 heures du matin et 23 heures, il a eu 16 heures de présence acide en bouche.
Alors que tout simplement, grâce à ce questionnaire et à cet ancrage visuel qu'on va lui faire, si on lui dit le brossage avant le petit-déj va provoquer 4 heures d'acidité, ben le mieux c'est après le petit-déj, ça veut dire que jusqu'à midi, on n'a pas d'acidité en bouche. Si on lui parle du brossage après le déjeuner, ça veut dire qu'après le déjeuner, on n'aura plus d'acidité en bouche. Et si pareil, on lui recommande le brossage directement après le dîner, enfin directement ou dans le quart d'heure qui suit, etc., et non pas avant le coucher, on va passer de 16 heures de présence d'acide en bouche à maximum 4 heures de présence des acides en bouche. Rien que ce conseil-là va permettre au patient de réduire de 75% la présence d'acidité dans sa bouche. Et ce sont des conseils auxquels on ne pense pas souvent. L'outil suivant qu'on utilise dans la séance de prophylaxie, c'est l'indice de plaque. Alors, c'est un indice qui a été publié il y a plusieurs années, qui vise à, vulgariser l'indice de plaque qu'on a tous appris en paro, qui dure 1h30, où il faut faire 6 mesures par dent, etc. Cet indice, c'est un indice qui est rapide à appliquer, il est reproductible et ça va être très formateur et pédagogique pour le patient. On va regarder une dent antérieure et 4 molaires. N'oubliez pas, à ce stade-là, le patient, il a encore le révélateur de plaque en bouche et nous avons les endroits où nous avons les dépôts de plaque mature. Et à chaque endroit où nous avons de la plaque mature, on va mettre un point. Sur mon exemple ici, si on compte les cases vides, ça va représenter 12 cases sur 20. Ça veut dire que le taux d'absence de plaque mature chez ce patient-là est de 12 sur 20. Ça veut dire que son efficacité de dernier brossage était de 60%. C'est un outil très simple à utiliser et si on le systématise dans les séances de maintenance, ça va permettre au patient, d'une séance à l'autre, de comparer l'évolution de son score d'efficacité de brossage. Donc à ce stade-là, on va pouvoir s'adresser au patient en lui disant, voilà, votre dernier brossage était efficace à 60%. Il nous reste 40% à améliorer. Et ces 40%, comment les améliorer? C'est là où on passe à l'apprentissage de la technique de brossage. Donc je fais partie d'aucune obédience, ni brossage manuel, ni brossage électrique, etc. Mais surtout, je tiens à vous dire que montrez-leur, que ce soit une prescription de brossage électrique ou de brossage manuel, tant qu'on ne leur a pas montré, ça ne marchera pas. L'étape suivante dans la séance de prophylaxie, dans le protocole GBT, c'est de commencer par l'airflow. L'airflow qui va nous permettre d'éliminer tous les dépôts mous avant de passer à l'acte de détartrage. Alors, rien ne nous empêche après le détartrage, repasser l'airflow pour la sensation de fraîcheur, mais d'abord, l'intérêt du piezo dans le protocole GBT, c'est que ça soit une intervention sans douleur. Et c'est pour ça l'eau est chauffée, et c'est pour ça on va avoir une action localisée en fonction des dépôts du révélateur qu'on a mis en place, et non pas tout simplement passer partout, et surtout dans des endroits où on n'en a pas besoin. L'étape suivante, ça va être le périoflow, que ça soit dans les poches parodontales résiduelles ou en cas de périimplantite, lors des séances de maintenance, si on s'aperçoit qu'il y a des périimplantites, et on va terminer la séance par une application de fluor, qui va nous apporter 2 intérêts. Le premier, c'est la reminéralisation des lésions blanches ou des lésions, je dirais, carieuses microscopiques qui ne se voient pas à l'œil nu. Et le deuxième intérêt, c'est la réduction de l'hypersensibilité dans certains endroits. Donc, si on doit récapituler le contenu d'une séance de prophylaxie, ça tient en 10 étapes. La première étape, c'est le révélateur de plaques pour mettre en évidence les 2 typologies de plaques. La deuxième, c'est expliquer le rôle de la plaque dans l'apparition des maladies carieuses et parodontales. La troisième étape,
c'est l'alimentation et tous les facteurs environnementaux avec le questionnaire alimentaire et le taux de présence des acides en bouche. La quatrième étape, c'est mesurer l'efficacité du brossage grâce au système d'évaluation de plaques qu'on a vu ensemble. La cinquième étape, c'est améliorer l'hygiène bucco-dentaire, ça veut dire lui montrer quelle est la technique la plus adaptée pour le brossage, le nettoyage interdentaire. La sixième étape, c'est un examen clinique et radiologique, parce que voilà, la maintenance doit être une occasion pour le faire. L'airflow, le piézon, le périoflow, et on terminera par la fluoration. Vous avez remarqué que j'ai séparé cette séance en deux couleurs. Nous avons les 5 premières étapes en noir et les 5 étapes qui suivent en rouge. Et si vous regardez, les 5 étapes en noir sont des étapes purement pédagogiques. Purement pédagogiques, ça veut dire qu'on peut, en toute légalité, les déléguer à notre assistante aujourd'hui. Bien sûr, avant l'arrivée du statut assistante niveau 2 ou de l'assistant en médecine bucco-dentaire et tout ça, alors je pense que petit à petit, ça deviendra une réalité, mais en attendant, on peut démarrer dès maintenant. Ça sert à quoi? Ça sert d'abord à donner à notre assistante un rôle, je dirais, de personnel soignant déjà. Ça fait partie déjà dans la convention collective de sa charte de poste. Si vous regardez aujourd'hui, vous avez dans la charte de poste des assistants dentaires, c'est la motivation à l'hygiène. Eh bien, ces 5 étapes-là sont indispensables pour justement pouvoir motiver le patient à l'hygiène. Et le deuxième intérêt, c'est bien sûr scinder la séance en deux pour gagner du temps. Si on veut que ça soit une tarification à la fois accessible aux patients et à la fois rentable pour le cabinet, ben, on est obligé de déléguer une partie. Maintenant, il y a forcément des assistantes qui nous écoutent et qui ont envie de me dire « Ouais, mais Rémi, quand est-ce que je le fais ?» On ne touche pas terre au quotidien. Ni le praticien a le temps, ni l'assistante a le temps. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à gérer un agenda. On arrive au nerf de la guerre. Ça veut dire que, OK, on a compris quelles sont les 10 étapes d'une séance de prophylaxie. On a compris que ces 10 étapes, on va les faire en amont avant le traitement et on va les faire en maintenance après le traitement de manière régulière. Très bien. Mais comment? Quand? À quel moment? Et comment je vais pouvoir le mettre en place si je suis déjà débordé? Alors pourquoi on est débordé? Au début, quand on s'installe, on s'est tous installés en collaboration d'abord. Et quand on était collaborateur débutant au début, on a surtout dit surtout, vous nous laissez du temps. Donc, souvenez-vous, les premières semaines, on prenait 1 heure par rendez-vous. On avait dit, voilà, tiens, j'aimerais bien faire une bonne pause le midi, travailler 4 jours par semaine, prendre 1 heure au début par patient, le temps que je me familiarise avec mon matériel, avec mon discours. Et puis petit à petit, on entend parler d'un praticien qui s'est installé. Le nombre de praticiens qui ne prennent plus de nouveaux patients vont accentuer la demande sur ce praticien-là. Et puis qu'est-ce qu'on commence à faire? À rogner. Le rendez-vous d'1 heure s'est transformé en rendez-vous de 40 minutes au bout de la 2e semaine à peine. Et puis au bout de quelques semaines, les rendez-vous de 40 minutes passent à 30 minutes. Et puis les rendez-vous de 30 minutes passent à 20 minutes. Et aujourd'hui, l'agenda d'un praticien, de 90% des praticiens en France, ressemblerait à celui-là. À celui-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ah oui, mince, j'ai pas pensé à prévoir des créneaux d'urgence, du coup les urgences, on les prend entre midi et 2. Moi qui étais censé rentrer chez moi, créer une coupure dans ma journée, je me dis, tant pis, je vais rester ici, manger un petit morceau en 1/4 d'heure et je prends les urgences entre midi et 14 heures. Ah tiens, ça suffit plus parce que dans mon coin, il n'y a pas assez de praticiens. Du coup, si j'ai d'autres urgences, vous pouvez me les rajouter à 19h, à 19h30, etc., etc. Et la fameuse journée où on n'était pas censé travailler,
Ben, on n'a pas pensé, au papier, aux contraintes administratives que nous avons, aux comptables qui nous sommes en mois de février, là, qui est en train de courir derrière nous pour nous dire, tiens, il me manque une facture du mois de janvier 2022, sinon je ne vais pas pouvoir sortir le bilan à temps, etc. Ce travail-là, on le fait quand? On le fait souvent cette quatrième journée où on n'est pas censé venir travailler. Alors oui, peut-être pas le matin, c'est l'après-midi. Et puis jusqu'au jour où on avait le travail de Madame Durand à rendre. On le reçoit de chez le prothésiste. Madame Durand, elle vient le lundi. Elle va partir en voyage en fin de semaine. Et puis ce travail ne rentre pas. On fait des retouches, on fait ce qu'on veut, etc. Ça ne rentre pas. Donc on se retrouve obligé à refaire l'empreinte, l'envoyer au prothésiste, l'appeler en urgence en lui disant bah, elle va partir. Et comme nous avons un agenda rempli sur des semaines, voire des mois, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, bon, bah, venez, Madame Durand. Le jeudi, je suis là pour faire les papiers. Exceptionnellement, je vais la prendre pour lui rendre service. Et puis, Madame Durand, là-dessus, on va rajouter l'autre urgence, la troisième, la quatrième, etc. Et on perd le contrôle petit à petit de notre temps, de notre agenda, parce qu'on n'a pas appris à le gérer et parce qu'on gère notre agenda aujourd'hui par une technique qui est trop simpliste à mon sens, c'est la technique de je remplis des trous. Et la nature a horreur du vide, donc à chaque fois que je vois un trou sur la semaine, ben, je ne peux pas m'empêcher que de le remplir. Pour résoudre ce problème d'agenda, on doit avoir carrément un autre raisonnement. On doit tous raisonner comme si nous avons 6 métiers en un, et non pas un seul métier. Le premier métier, c'est notre métier de soignant. C'est notre cœur de métier, c'est ce qu'on aime faire, c'est ce qu'on a appris à faire, c'est ce qu'on aimerait faire du matin au soir, je dirais, sans faire les 5 autres métiers. Et c'est grâce à ce métier-là qu'on génère le chiffre d'affaires du cabinet qui nous permet de payer le poste achat, les frais fixes, la masse salariale, les charges sociales. Et c'est grâce à ce métier-là qu'il nous reste un bénéfice à la fin. Mais nous avons un deuxième métier, c'est le métier de l'urgentiste. Le métier de l'urgentiste, c'est exactement comme l'urgentiste du SAMU. Un urgentiste du SAMU, il n'opère jamais un accidenté de la route sur la banquette de l'autoroute. Il n'y a que le dentiste urgentiste qui se lance dans le soin lors d'un créneau d'urgence. On a tous subi ce moment-là où on était censé faire que le geste d'urgence. On crée l'ouverture de la chambre pulpaire et on met le sédatif. Et puis, à un moment, une fois on l'a ouvert, on voit les canaux nous appeler et nous dire, voilà, je suis là, c'est dommage. Ok, mon agenda, il est rempli sur des semaines, donc bon, tant qu'à faire, il est là, passez-moi une lime. Et là, c'est foutu. Là, je suis en retard. Alors, pourquoi je suis en retard? Parce que je n'ai pas enlevé ma casquette de dentiste et mis ma casquette d'urgentiste lors du créneau d'urgence. Je suis resté dans mon raisonnement de soignant. Et c'est ça qui va me mettre en retard. Et il faut pas, il faut pas être utopique, quoi. C'est si je soigne lors d'un créneau d'urgence, je vais être en retard. Le créneau d'urgence ne sert qu'à soulager, temporiser et renvoyer après vers le soignant. Le troisième métier, c'est le métier de l'hygiéniste. Ok, ça va arriver. Quand? Ne me posez pas la question, je ne sais pas. Je sais que ça va être voté encore par le Sénat courant le mois de février. Après, il va y avoir des appels d'offres pour les sociétés de formation. Après, il va y avoir 2 ans de formation. Après, je ne sais pas si courant les 2 ans de formation, on aura le temps en 2 ans de former les 10 000 hygiénistes dont on a besoin. Donc, je ne sais pas. Ce n'est pas pour demain. En attendant, c'est nous qui faisons l'hygiéniste. Et c'est un autre métier que nous exerçons. Le quatrième métier, c'est le métier du conseiller. Le conseiller, ça veut dire c'est tous ces moments-là pendant lesquels on est en train de faire un diagnostic, présenter un plan de traitement, expliquer un plan de traitement à un patient, expliquer le diagnostic à un patient. C'est tous ces moments-là pendant lesquels on n'est pas en train de soigner. Alors, c'est une activité qui est extrêmement importante parce que sans cette activité-là, on ne peut pas remplir l'activité de soignant. Le cinquième métier, c'est le métier de gérant. Ben tiens, c'est le métier qu'on oublie. C'est le métier qu'on exerce, je dirais,
Le soir à la maison, ou le week-end, ou la fameuse journée où on n'était pas censé travailler. Et le sixième métier, c'est le métier de bénévole. Ah, c'est quoi le métier de bénévole? Je sais que c'est un peu, comment dire, taquin de dire ça, mais en fait, lorsque le chiffre d'affaires horaire de certains soins est inférieur au coût horaire du cabinet, bah pour moi, ça s'appelle du bénévolat. Donc, on ne peut pas, on n'est pas une entreprise commerciale où on dit, tiens, tout ce qui est à perdre, je ne le fais pas. La différence entre une entreprise commerciale et une entreprise médicale, c'est que dans le médical, on ne peut pas dire je ne fais pas, je dois le faire. Alors maintenant, la question, c'est comment je peux m'organiser pour le faire de manière équilibrée et que ça ne soit pas 100% de ma journée. En raisonnant de cette manière-là, on va pouvoir passer d'un agenda comme celui-là à un agenda comme celui-là. C'est ça l'objectif. Chaque chose en son temps. Et on crée un différentiel de délai. Le métier de soignant, c'est les créneaux roses. Ça veut dire tout ce qu'il y a à faire sur un patient qui a accepté un plan de traitement. Ça doit représenter entre 50 et 60% de notre temps. Et donc, j'ai pris des créneaux que j'ai distribués un petit peu sur l'agenda. Là, pour notre exemple, c'est un agenda de 36 heures semaine où j'ai pris à peu près 18 heures d'activité de soignant. C'est le minimum. On ne peut pas faire moins de 50%, sinon on ne sera pas dans les clous. La deuxième activité, c'est l'activité de l'urgentiste. Et c'est là où j'ai posé des créneaux d'urgence tous les jours, une demi-heure, pour pouvoir prendre 2 urgences. On ne peut pas prendre plus. Alors oui, vous allez me dire, bon, parfois il y a plus le lundi, un peu moins le mardi, etc. Mais la moyenne, c'est 2 urgences par jour. Et 2 urgences absolues. Et souvent, les praticiens qui se retrouvent avec plus de 2 urgences par jour, je dis bien souvent, je suis conscient qu'il y a des régions dans lesquelles ça déborde. Ça, je suis conscient. Mais souvent, si vous avez plus de 2 urgences par jour, c'est parce que la qualification de l'urgence n'est pas bonne. Souvenez-vous des critères des urgences absolues lorsqu'on était confiné en 2020. Là, c'était des critères d'une urgence absolue. Les pulpites, les abcès, les traumatismes, ça, c'est des urgences absolues. Une couronne décellée ou un amalgame cassé qui nous fait pas mal peut attendre la séance de bilan. Et c'est là où j'ai fixé des rendez-vous pour les séances de bilan. Ça veut dire que ce sont les séances qui vont être consacrées aux patients qui ont une doléance qui n'est pas une urgence. Ce sont toutes les occasions pendant lesquelles on va faire des diagnostics, on va présenter des plans de traitement. Et ce sont ces plans de traitement qui vont nous permettre de remplir les créneaux roses. Le métier suivant, c'est notre sujet du jour, la prophylaxie. Chaque jour, je consacre 1 heure sur cet agenda-là pour la prophylaxie. Et vous remarquerez que cette heure-ci, je la mets à la suite d'un rendez-vous où je n'ai pas forcément besoin de la présence de l'assistante au fauteuil. Donc, c'était soit après le créneau de gestion, soit après des bilans. Et pendant 1 heure, on va pouvoir prendre 2 patients en prophylaxie. Regardez cet exemple-là. Là, nous avons un bilan à 16 heures. Et nous avons la séance de prophylaxie. Et nous avons la séance de prophylaxie à 16h30. On va demander au premier patient qui va venir en prophy de venir à 16h, en même temps que le bilan. Et c'est là où l'assistante va commencer par la première partie de la séance, qui est la partie pédagogique. À 16h30, l'assistante aurait fini la partie pédagogique et à 16h30, le praticien aurait fini son bilan et il va pouvoir prendre le premier patient de prophylaxie pour la deuxième partie de la séance, qui est la partie clinique. Et à 16h30, on va faire venir le deuxième patient en prophylaxie.
l'assistante va le prendre pour la première partie qui est la partie pédagogique et à 17 heures, le praticien va pouvoir le prendre en charge pour la partie clinique. Si on s'organise de cette manière-là, on va pouvoir mettre 2 séances d'1 heure dans un créneau d'1 heure. C'est ça l'intérêt de la séparation de la séance entre l'assistante et le praticien. Après, j'ai fixé des créneaux de gestion. Donc, alors après, en moyenne, on en a besoin d'à peu près 4 heures par mois pour la paperasse. Donc, ceux qui ont la phobie administrative comme moi, nous en font un petit peu par semaine plutôt que de se retrouver toute une demi-journée pour le faire. Et surtout, j'ai créé le créneau d'ouverture et de briefing, parce que pour moi, c'est la colonne vertébrale d'un cabinet organisé. Les praticiens qui donnent le premier rendez-vous aux patients à 9 h et arrivent à 9 h 05, c'est impossible de passer une journée agréable, puisqu'on n'a pas pris le temps de la regarder ensemble avec notre assistante, de se projeter sur qui va faire quoi et quand, quels sont les moments où j'ai besoin d'elle au fauteuil, quels sont les moments pendant lesquels elle va pouvoir s'occuper du reste. C'est indispensable de faire ensemble ce briefing-là. Et les créneaux qui restent, c'est là où vous voyez les créneaux violets que j'ai considérés, c'est notre activité que j'ai appelée de bénévolat. Ça veut dire que c'est là où on va faire les soins qui ne sont pas ni accompagnés par de la prothèse ou de la paro, de l'implanto, etc. Donc on va en faire, mais on va consacrer que 20% du temps. On ne peut pas consacrer plus que ça à cette activité-là et on va étaler dans le temps. La mise en place de cet agenda-là, comme je vous ai dit, va provoquer un différentiel de délai. Donc c'est normal, on aura moins de délai pour les créneaux roses, plus de délai pour les créneaux violets. Mais ça nous permet au moins de ne pas refuser d'exécuter certains soins sur des critères de tarifs. Donc j'espère qu'à ce stade-là, j'ai répondu à la première question sur comment s'organiser. On sait de quoi est constituée la séance, on sait que fait l'assistante lors de la séance, que fait le praticien lors de la séance, et comment on va pouvoir organiser notre agenda pour intégrer la prophylaxie dans notre quotidien. La deuxième question, c'est comment rendre la prophylaxie rentable. Comment faire en sorte, comme disait Jérôme tout à l'heure, à ce que ça ne soit pas le SC12, quoi. Parce qu'effectivement, le SC12, c'est encore plus que le bénévolat. Non seulement ça ne couvre même pas le coût horaire du cabinet, mais en plus, ça coûte ça coûte de l'argent. En fait, quand on a mis en place ce protocole, personnellement, dans les cabinets que j'ai accompagnés, j'ai un recul d'à peu près 9 ans là-dessus. On a appliqué différentes tarifications jusqu'au moment où on a atteint un taux d'acceptation aux alentours de 75%. Et la tarification qui nous a permis d'atteindre les 75%, c'est 80 € la séance, mais 80 € qui sont à la charge du patient. Si sur ces 80 €, on rajoute les environ 43 € de détartrage, on rajoute les radios, etc. Là, j'ai pris dans mon exemple que le détartrage qu'on a rajouté sur les 80 €, on arrive à 123 € en moyenne par séance. 2 séances par jour, ça veut dire 246 € par jour pour les séances de prophylaxie. Nous travaillons en moyenne 170 jours dans l'année. Donc, ça représente, cette activité-là peut présenter jusqu'à 40 000 € de chiffre d'affaires. Alors, c'est un chiffre d'affaires. Oui, ce n'est pas un bénéfice. Comment se distribuent les coûts sur ce chiffre-là? N'oubliez pas, si on met en place une nouvelle méthode, on a déjà payé les frais fixes du cabinet. On a déjà payé la masse salariale du cabinet. Ce n'est pas un cabinet que je crée, c'est un cabinet qui existe déjà avec ses coûts. Je rajoute une nouveauté. Alors, cette nouveauté, par contre, elle a bien sûr des coûts. Ce n'est pas seulement 40 000 € de chiffre. Il va y avoir un investissement
dans le prophylaxis master qui est aux alentours de 300 € par mois si on le prend en leasing. Mais il va y avoir aussi là-dessus la prime de l'assistante. Comme je vous ai dit, je voudrais que cette séance-là valorise le rôle de l'assistante et que ça soit gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant, le premier, c'est le patient, parce que c'est la séance qui va lui garantir de ne pas tomber dans la récidive. Le deuxième, c'est le cabinet, parce que c'est une nouvelle corde qu'on rajoute à notre arc. Et la troisième, ça doit être notre assistante. Regardez le calcul que je viens de faire. Si on propose une prime de 10 € net par séance, ça va coûter à peu près 20 € avec les charges sociales, les taxes patronales qui viennent dessus. C'est à peu près ça. 20 fois 2 fois 170 jours, ça représente un coût annuel de 6 800 €. 6 800 € en net, ça veut dire 3 400 € pour notre assistante si elle a une prime par séance de 10 € la séance. Ça veut dire que ça représente un 14e mois. Je suis sûr que ça va la motiver. Maintenant, on a aussi un autre coût qui est le consommable, qui est environ, à ce nombre d'usages, qui est d'environ 100 € par mois, donc à peu près 1 200 € par an. Et du coup, si on regarde, si j'enlève du chiffre d'affaires généré le leasing, la prime assistante et le consommable, on va tomber sur une marge brute aux alentours de 30 000 €. Alors, sur cette marge brute, il va y avoir bien sûr des charges sociales qui vont être d'à peu près un tiers. Et du coup, le bénéfice net généré par cette activité, si on l'organise de cette manière-là, est aux alentours de 20 000 €. Ce n'est pas négligeable. Alors, encore une fois, on ne sera pas spécialiste en prophylaxie. L'objectif, c'était de dire comment mettre en place la prophylaxie dans un cabinet homéopathie. Eh bien, si on peut la mettre en place en tenant en compte nos difficultés organisationnelles avec l'organisation que je viens de vous montrer, en mettant en place cette tarification-là, ben, ça nous garantit presque 22% d'augmentation du revenu moyen par an. Et c'est là la réponse, je dirais, plus que détaillée, sur comment rendre la prophylaxie rentable tout en la gardant accessible pour les patients. Le troisième volet, c'est comment maintenant la présenter aux patients. Quel discours tenir avec nos patients pour qu'on puisse présenter cette séance-là. Surtout, je vous demande de systématiser dans votre discours le schéma que je vais partager avec vous. Chaque patient, à la suite de son entretien avant de passer au fauteuil, donc souvenez-vous, on a vu sur l'agenda que nous avons des créneaux de bilan. Lors du créneau bilan, vous commencez toujours par un entretien préalable avec le patient, avant de passer au fauteuil ou de faire une radio panoramique ou de commencer le diagnostic en bouche. Juste avant, prenez le temps d'expliquer votre manière de travailler. Exactement de la même façon qu'on nous a appris quand on était à la fac de ce qu'est une dentisterie actuelle. Ben, une dentisterie actuelle, c'est quoi? C'est quand on a un capital santé dentaire qui est à 100%, ça veut dire qu'on n'a aucun problème ni au niveau de la fonction, ni au niveau du confort, ni de l'esthétique, tout va bien dans notre bouche. Et qu'avec l'âge, malheureusement, ce capital santé dentaire se dégrade. Cette dégradation, elle est due surtout à deux maladies. La maladie carieuse et la maladie parodontale. Dans les deux cas, l'origine de ces deux maladies-là est une origine bactérienne. Et c'est pour ça nous prenons en charge nos patients en 3 étapes. La première étape, c'est agir sur les causes pour stopper cette dégradation-là. Puisque ça ne sert à rien, si on se précipite tout de suite sur le traitement des maladies, on traite les dents cariées sans avoir enlevé la cause de la carie, ça va récidiver. La preuve, c'est que la plupart des patients, à chaque année, ils avaient une carie quelque part, etc.
Donc, première étape, agir sur les causes. Deuxième étape, agir sur les conséquences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va soigner les dents cariées, soigner les gencives enflammées, remplacer les dents absentes, faire tout ce qui est nécessaire pour remonter le capital santé dentaire de nos patients à son maximum. Et la troisième étape, et la plus importante à nos yeux, c'est l'étape de maintenance. Ça veut dire maintenir le capital santé de nos patients à son maximum grâce aux séances de maintenance. Prenez 2 minutes pour expliquer ces 3 étapes-là avant même de faire le diagnostic. C'est du bon sens, les patients vont comprendre. C'est comme ça qu'ils sont pris en charge d'ailleurs en médecine générale. Et il n'y a que chez nous qui demandent juste un petit détartrage où ils sont habitués à avoir un dépannage dentaire. Non? Une dentisterie actuelle, c'est 3 étapes. Agir sur les causes avant d'agir sur les conséquences. Agir sur les conséquences, ça veut dire soigner. Et troisième point, maintenir. Alors, parmi vous, donc à la suite de ça, on va faire le bilan, on va faire à la suite du bilan la présentation du plan de traitement. Et parmi vous, il y a ceux qui se demandent, oui, ok, mais à quel moment je présente la séance de prophylaxie sur un devis? Tout de suite, dès la présentation d'un premier devis, rajoutez la préparation initiale et la première séance de maintenance. Comme ça, le patient, il a l'information. Et c'est pour ça que je vous ai préparé des exemples de devis. Hop. Voilà. Ça, par exemple, ici, nous avons un exemple d'un devis paro. La première ligne, je me suis servi du code CCAM du bilan parodontal pour la préparation initiale. Et pour les séances de maintenance, c'est exactement le même code CCAM que je vais utiliser, mais je vais l'appeler bilan parodontal post-opératoire maintenance. Et c'est très important, par contre, de bien préciser que les examens radiographiques nécessaires et les séances de détartrage feront l'objet d'une feuille d'assurance maladie, etc. Ça veut dire que le détartrage et les radios ne sont pas sur ce devis-là. Mais si on prend l'habitude d'emblée, dès la présentation du plan de traitement, de rajouter d'abord, de commencer par la préparation initiale et de terminer par la séance de maintenance, au moins comme ça, le patient, il a l'information. Ça peut être exactement pareil sur un devis prothétique. Alors là, vous allez me dire, oui, mais on ne fait pas de paro. Effectivement, et c'est pour ça, j'ai utilisé le code CCAM de l'application topique de fluorure. N'oubliez pas, la 10e étape de notre séance, c'est l'application du fluor. Alors attention, il y a 2 codes. Il y a un code qui est plafonné, il y a un code à tarif libre, le HBLD 004 et le code à tarif libre. Donc je peux mettre préparation initiale avec application topique de fluorure, 80 €, et maintenance avec application topique de fluorure, 80 €. Donc, si on regarde maintenant, on peut se dire, tiens, ok, on a un début de réponse sur les 3 questions qu'on s'est posées. Sur la question, si on doit récapituler comment s'organiser, on sait quel est le contenu de la séance, qui va faire quoi, comment on va l'organiser sur l'agenda. Sur comment rendre la prophylaxie rentable tout en la gardant accessible aux patients, c'est les 80 € et le bénéfice que génèrent les 80 € à la fois pour notre assistante et à la fois pour le cabinet. Et le 3e point, comment la présenter aux patients. J'insiste beaucoup sur les 3 étapes. Agir sur les causes avant d'agir sur les conséquences et à la fin maintenir. Voilà, j'espère que pendant cette heure-là, j'ai tenu le timing. Je pense, Jérôme, on est bien, il est exactement 21h30. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à plein de questions qu'on peut se poser sur la mise en place de la prophylaxie. Et là, je suis tout oui pour écouter les questions s'il y en a. Bah, bravo Rémi pour avoir tenu véritablement 1 heure, oui, c'est une prouesse. Merci beaucoup d'abord pour la clarté de tes explications, parce que
Bah, c'est un sujet pour de toute façon qui est important. Je disais qu'il nous concerne tous. Merci pour tous ces rappels évidemment de base sur l'hygiène bucco-dentaire, sur la thérapeutique initiale. Et c'est vrai que on ne valorise pas assez ces séances. Et on parle pas que d'argent, mais on ne valorise pas effectivement assez ces Bien séances sûr. de thérapeutiques parce que bah, les gens viennent encore trop pour leur petit détartrage. Alors, tu t'as donné pas mal d'éléments, des éléments de langage aussi. Comment tu fais en fait lorsqu'un patient justement dit un patient vient en première consultation, on va prendre deux types de patients. D'abord le premier patient que tu reçois et qui souhaite son petit détartrage. Et puis comment fait-on ensuite pour convertir les anciens, c'est-à-dire ceux qui viennent déjà de manière récurrente depuis 10 ans au cabinet et Oui. qui, maintenant qu'on a été formé autrement, on a besoin de switcher un peu notre façon de revoir les rendez-vous de contrôle. Comment s'adresse-t-on au patient qui a toujours été habitué à avoir son petit détartrage tous les 6 mois et Oui. qui maintenant doit rentrer, parce que évidemment c'est indiqué pour lui, doit rentrer maintenant dans un nouveau protocole de soins comme tu OK. l'as expliqué. OK. Alors, première chose très importante en communication, on ne peut pas parler de solution tant que le patient n'est pas conscient du problème. C'est impossible. Euh, Si on va parler au patient, enfin, si on va lui parler d'une séance de prophylaxie parce qu'on a suivi une formation, ça ne marchera pas. Donc, ce patient qui va venir nous consulter, c'est quoi ses problèmes? Est-ce qu'il a un problème carieux? Est-ce qu'il a un problème gingival? Ou est-ce qu'il n'a pas de problème du tout? Là, je vais être un peu provocateur. S'il n'a pas de problème du tout, laissez-le tranquille. Pourquoi vous voulez le mettre absolument dans une séance de prophylaxie où on revoit avec lui la technique de brossage, tout ce qu'on vient de voir ensemble? Il n'a pas de problème. En revanche, à partir du moment où il a ne serait-ce qu'un début d'un problème, la prophylaxie deviendra la solution. Et c'est pour ça, si tu veux que ton patient t'écoute, tu dois d'abord lui expliquer les problèmes, le convaincre de ses problèmes. Que ça soit un nouveau patient ou un ancien patient, quand on diagnostique ne serait-ce une gingivite, voire un début de gingivite, et qu'on lui explique quelle est l'évolution de cette gingivite si on ne fait rien, et qu'on lui explique après que pour passer de la gingivite à un état de 100% de capital santé, on est obligé de passer par les 3 étapes. Agir sur les causes, agir sur les conséquences et après maintenir. Ça veut dire quoi, docteur? Ça veut dire la mise en place de séances de prophylaxie. J'espère que j'ai répondu à la question, mais vraiment, c'est ça. Ne vous mettez pas en tête que le patient qui vient pour son détartrage habituel, au téléphone, on va lui dire d'ores et déjà, ça s'appelle la maintenance et ça coûte 80 €. Non, on va lui donner son rendez-vous habituel. Et si lors de son rendez-vous habituel, on s'aperçoit effectivement qu'on n'a pas de problème, on le laisse tranquille. Mais si effectivement, lors de son rendez-vous habituel, en faisant l'examen, en faisant les radios, on s'aperçoit qu'il a des problèmes carieux, voire des problèmes gingivaux, etc., on reprend le schéma des 3 étapes et on l'oriente vers la prophylaxie. Et alors combien de temps tu consacres, parce qu'il y avait un petit exemple d'agenda, mais en vérité, voilà, pour ces 10 étapes de séance de Oui, prophylaxie, quel alors est le c'est temps 30, moyen qu'il faut? c'est 30 minutes temps assistante pour la partie pédagogique et 30 minutes temps praticien pour la partie clinique. C'est exactement 30-30. D'accord. Et alors, moi, j'ai une question, que je me pose aussi, c'est comment on parle finalement au patient, parce que certains tatillons, évidemment, voient le fameux code HBJD 001 qui dit bien que c'est détartrage et polissage des dents. Et quand on Oui, applique justement ces thérapeutiques d'Airflow, par exemple, on oui, réalise, ou peu importe la méthode, de toute manière, oui, on applique bien de toute façon un polissage. Donc comment oui. justifier auprès du patient d'autres honoraires codifiés? Eh ben, justement, c'était la question. Comme le polissage fait partie intégrante de l'acte de détartrage, que dans notre séance de prophylaxie, on termine aussi par de la fluoration. Et si notre séance de prophylaxie est uniquement,
Si certains praticiens pratiquent uniquement le détartrage et le polissage, effectivement, la facturation en dehors du code de détartrage n'est pas légale, puisque le polissage fait partie intégrante de l'acte. D'accord. Est-ce que tu conseilles ou pas du tout? Parce que par exemple, on sait que un devis justement doit être remis dès lors qu'il y a plus de 70 euros d'honoraires qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie obligatoire. Est-ce qu'on peut rentrer par exemple dans une logique où dans ce cas-là on ne facturerait que 65 euros au lieu de 80 euros systématiquement? Mais pourquoi? De quoi nous avons honte? Moi je dis aux praticiens que j'accompagne, même à partir de 1 euro, fais un devis. Pourquoi vouloir se cacher derrière le fait qu'on vaut bien cet argent-là? Et on est bien d'accord que quand on regarde le contenu de la séance, finalement, si on doit parler argent, le patient en a pour son argent. Donc il ne faut pas se cacher derrière les fameuses 60 euros, 70 euros ou je ne sais quoi. À partir de 1 euro, présente un devis. Et si ce que tu fais vaut 1 euro, eh ben, sois fier. En présentant le devis. Et ne vous cachez pas derrière le fait que j'ai le droit de ne pas présenter un devis parce que ça va provoquer d'autres problèmes. Moi, je me mets à la place du patient. Même si vous m'avez convaincu, mais vous me faites une séance, vous ne m'avez pas informé que ça va me coûter 65 euros, je vais tiquer. Donc, pourquoi on systématise la séance? À partir du moment où ils ont compris l'intérêt de la séance, le prix n'est plus un problème. Vous avez remarqué que on n'a pas dépassé le seuil psychologique des 100 euros. Et c'est ça qui nous a permis d'obtenir 75% de taux d'acceptation. Alors, encore une fois, c'est 75, le 100% n'existe pas. C'est vrai. J'ai une autre question également, c'est, donc tu fais participer l'assistante dentaire à cette séance de prophylaxie. Comment ça se passe au niveau de la formation? Est-ce que ça nécesse un coaching particulier ou est-ce que c'est quelque chose qui est facilement mis en place finalement par le praticien? C'est bien sûr, les étapes qu'on vient de voir ensemble sont toutes accessibles à tous les praticiens. Donc effectivement, le praticien peut former l'assistante sur ces étapes-là. Mais s'ils veulent aller plus loin, dans le cadre de MS, on fait un tour de France depuis 2 ans. Donc on a régulièrement des journées de formation dans lesquelles on rentre vraiment dans les détails de ce qu'on avait vu ensemble pendant 1 heure. Et donc, les assistantes sont conviées à participer aussi avec leurs praticiens à ces journées de formation-là. Et vraiment, on leur donne tous les outils qui leur permettent de le mettre en place dès le lendemain. Ok. Écoute, je te remercie véritablement pour cette communication vraiment, vraiment claire. Je voudrais remercier aussi EMS qui a coproduit cette soirée pour la Swiss Dental Academy. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de cette saison 2023 de Genol Live. Merci beaucoup Rémi et merci Jérôme. Prenez soin de vous. À très bientôt. GBT. Guided biofilm therapy is a systematic, predictable, and scientifically proven protocol in professional prophylaxis, being minimally invasive and pain-free. GBT is a game changer. Step 1. Assess every clinical case to individualize the treatment plan. Start by rinsing with Bacter X Pro mouthwash to minimize the bacterial and viral charge in the aerosol. Step 2. Disclose biofilm with EMS Biofilm Discloser. The color guides you to remove biofilm faster and more accurately. Step 3. Motivate and educate your patients in oral hygiene. Evidences suggest that professional biofilm control shows similar bacterial growth to non-treated patients without adequate daily care. Step 4. Airflow Max removes biofilm supra and subgingivally up to 4 millimeters for natural teeth, restorations, implants, orthodontics appliances, and soft tissue. With Airflow Plus powder, only 14 micrometers, gentle, efficient, and comfortable. Step 5.
The new and slimmer PerioFlow nozzle reaches up to 9 millimeters of pocket around natural teeth and root furcations and around implants, whilst preserving the hard and soft tissue. Step 6. Piezone PS is only a final touch in GBT. You can use instrument Piezone PS for 95% of all cases with no pain to remove calculus supra and subgingivally up to 10 millimeters. Step 7. Check for remaining biofilm and calculus. You can now diagnose caries more accurately on clean teeth surfaces. Step 8. Schedule recall according to risk assessment. Regular recall is the key to successful oral health. Following the 8 steps of GBT, you can maintain and prevent periodontitis, peri-implantitis, and caries in an efficient and predictable manner. No polishing anymore. GBT is good, beautiful, and true. Be a game changer with GBT.